Un homme peut-il aimer deux femmes à la fois, sans être menteur? En France, cette question porte un nom. Michel Onfray. Philosophe adulé, provocateur professionnel, démolisseur des religions et des morales traditionnelles, il a passé sa vie à dénoncer l'hypocrisie des autres avant que sa propre vie intime n'explose sous les projecteurs. Lorsqu'il avoue publiquement avoir partagé son existence entre deux femmes pendant des décennies, le pays se déchire. Certains voient un monstre d'égoïsme déguisé en penseur de la liberté. D'autres y lisent une vérité brutale que la société refuse de regarder en face. Mais derrière le scandale, il y avait aussi un homme détruit par la mort, hanté par l'abandon et incapable de survivre à la disparition de celle qu'il appelait l'amour de sa vie. Michel Onfray n'est pas devenu célèbre uniquement parce qu'il écrivait des livres. La France a déjà connu des philosophes brillants, des intellectuels flamboyants, des hommes capables de transformer une idée en événement médiatique. Mais Onfray, lui, avançait comme une déflagration. Il parlait de Dieu avec le ton d'un homme qui règle une dette personnelle. Il attaquait la morale chrétienne comme si elle avait mutilé toute son enfance. Et lorsqu'il apparaissait à la télévision, regard noir, voix calme, phrases tranchantes, il donnait l'impression de vouloir renverser non seulement les idées, mais aussi les fondations morales du pays. Né le 1er janvier 1959 à Argentan, dans une famille ouvrière marquée par la pauvreté et le silence, Michel Onfray grandit loin des salons intellectuels parisiens. Son père est ouvrier agricole. Sa mère, femme de ménage, porte déjà les cicatrices d'une enfance abandonnée. Puis vient l'épisode qui entraîna toute sa vie. À 10 ans, il est envoyé dans un pensionnat catholique dirigé par des prêtres salésiens. Là-bas, il découvre la discipline froide, l'humiliation, l'enfermement émotionnel. Beaucoup pensent que son athéisme furieux est né dans ces couloirs-là. Lui parlera plus tard d'une machine destinée à casser les corps et les âmes. Très tôt, il écrit. À 11 ans déjà, il remplit un cahier jaune de textes sombres et nerveux. Comme si l'enfant avait compris avant les autres que les mots pouvaient devenir une arme. Des années plus tard, cette rage deviendra sa signature. Plus de 150 ouvrages, des millions de lecteurs, des traductions dans plus de 20 langues, et surtout une réputation, celle du philosophe qui ose dire ce que les autres n'osent même pas penser. Avec Traité d'athéologie, il attaque les religions monothéistes de front. Avec Crépuscule d'une idole, il pulvérise Freud, qu'il accuse de manipulation et d'imposture intellectuelle. Il traite Platon comme un ennemi historique du corps humain. Kant, un fabricant de morale glacée. Chaque livre ressemble à une exécution publique. Les admirateurs jubilent. Les universitaires s'étranglent. Certains le qualifient de dynamiteur génial. D'autres parlent d'un homme qui simplifie, déforme, provoque pour exister. Mais plus Michel Onfray devient célèbre, plus sa vie privée attire les regards. Derrière l'image du penseur libre apparaît une zone trouble, presque interdite. Des rumeurs circulent dans les milieux intellectuels français. On évoque une relation étrange, une organisation sentimentale incompréhensible, des fidélités parallèles que peu de gens osent commenter publiquement. Lui ne nie rien, au contraire. Il laisse planer l'idée qu'aimer ne signifie pas posséder. Que la jalousie est une invention sociale. Que la fidélité imposée ressemble à une prison décorée de beaux sentiments. Alors une question commence à diviser même ceux qui l'admirent. Michel Onfray défend-il réellement la liberté ou construit-il une philosophie capable de justifier ses propres désirs? Avant les polémiques, avant les plateaux de télévision, avant les livres vendus par milliers, il y eut une fan discrète que presque personne ne regardait. Pas une célébrité, pas une intellectuelle médiatique. Aucun goût pour les scandales, ni pour la lumière. Pourtant, sans elle, Michel Onfray ne serait probablement jamais devenu Michel Onfray. Son nom, Marie-Claude Ruel. Ils se rencontrent à la fin des années 1970 dans une librairie. Lui est encore un jeune homme nerveux, traversé par la colère sociale, obsédé par la philosophie, vivant avec la sensation permanente d'être un étranger dans son époque. Elle enseigne l'italien et le français. Elle possède cette stabilité silencieuse que lui n'a jamais connue. Très vite, elle devient plus qu'une compagne.
elle devient un refuge. À cette époque, Onfray n'a encore rien du personnage public qu'il deviendra plus tard. Il doute, il manque d'argent, il traîne les blessures de l'enfance comme des chaînes invisibles. Ceux qui l'ont connu durant ces années racontent un homme intense, parfois sombre, déjà capable d'une violence intellectuelle redoutable, mais intérieurement fragile. Marie-Claude, elle, comprend très tôt qu'il existe chez lui une faim dévorante, celle d'être entendue, reconnue, peut-être même sauvée par l'écriture. Pendant des décennies, elle restera dans l'ombre pendant qu'il construit sa légende. Lui occupe les médias, elle protège le quotidien, lui devient le philosophe qui scandalise la France. Elle organise, corrige, soutient, apaise. Dans les moments de doute, c'est vers elle qu'il revient. Dans les périodes de succès, elle demeure la présence constante, presque invisible, derrière chaque livre, chaque conférence, chaque bataille intellectuelle. Il ne se marie pas. Leur relation échappe déjà au cadre classique. Michel Onfray parle d'un pacte libre, d'une manière d'aimer sans appartenir. À première vue, leur couple semble pourtant solide, presque indestructible. 37 années côte à côte. Une fidélité affective qui traverse les crises, les excès, les attaques médiatiques. Beaucoup voient en Marie-Claude la seule personne capable de comprendre réellement cet homme perpétuellement en guerre contre le monde. Mais derrière cette histoire apparemment paisible se cache une vérité que très peu de gens connaissent encore. Une vérité qui, plus tard, provoquera en France un mélange de fascination et de dégoût. Car pendant que Marie-Claude partageait la vie du philosophe, une autre femme occupait déjà une place essentielle dans son existence. Une présence discrète, presque secrète, qui allait durer non pas quelques mois, mais 25 ans. À mesure que la notoriété de Michel Onfray grandit, certains proches commencent à remarquer des silences étranges, des absences inexpliquées, une proximité ambiguë avec une certaine Dorothée Schwartz. Officiellement, elle travaille auprès de lui. Officieusement, les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes. Pourtant, rien ne ressemble à une liaison banale. Aucun scandale public, aucun mensonge découvert par hasard. Comme si tout le monde savait, sans vouloir regarder en face. Et au cœur de cette situation dérangeante, demeure une question impossible à éviter. Peut-on construire une vie entière sur une liberté amoureuse absolue, sans finir par blesser ceux qu'on aime le plus? Pendant longtemps, Michel Onfray a laissé les rumeurs flotter autour de lui, sans jamais chercher à les étouffer. Dans les milieux intellectuels français, certains savaient, d'autres soupçonnaient, mais personne n'imaginait réellement l'ampleur de cette histoire. Puis un jour, le philosophe décide de parler ouvertement, sans détour, sans honte, sans demander pardon. Il raconte avoir vécu pendant des décennies entre deux femmes. Marie-Claude, la compagne historique, celle des débuts difficiles, des années de construction, des blessures partagées. Et Dorothée Schwartz, d'abord assistante, devenue peu à peu une présence intime, indispensable, profondément liée à sa vie quotidienne. 25 années de relations parallèles, un quart de siècle. Le chiffre suffit à provoquer un choc. Mais ce qui sidère encore davantage l'opinion publique française, ce n'est pas seulement la durée de cette double vie. C'est le fait que les deux femmes connaissaient l'existence l'une de l'autre. Aucun adultère caché derrière des mensonges classiques, aucun scénario de tromperie découvert dans un hôtel ou à travers des lettres secrètes. Selon Michel Onfray, tout reposait sur une forme de pacte affectif fondé sur la liberté. Une idée presque insupportable pour une partie du public. Comment deux femmes pouvaient-elles accepter une telle situation? Était-ce réellement un choix libre ou l'emprise intellectuelle d'un homme brillant, capable de transformer ses désirs en théorie philosophique? Les critiques deviennent féroces. Dans certains journaux, on le décrit comme un narcissique ayant utilisé les mots « liberté » et « antipossession » pour légitimer une infidélité permanente. Des chroniqueurs parlent d'un « harem intellectuel sophistiqué ». Sur les plateaux télévisés, le débat devient brutal. Peut-on admirer un penseur qui rejette les règles morales communes lorsqu'il applique ces mêmes idées à sa propre vie intime? Mais chez ses partisans, le raisonnement est totalement différent. Pour eux,
Michel Onfray fait exactement ce qu'il a toujours défendu: refuser l'hypocrisie sociale, refuser l'idée qu'aimer signifie posséder, refuser les fidélités de façade qui survivent uniquement par peur du scandale. Il rappelle qu'il n'a jamais prétendu être un modèle moral traditionnel. Au contraire, toute son œuvre attaque les systèmes qui enferment les corps, les désirs et les émotions. Le philosophe, lui, reste froid face aux accusations. Il explique que l'amour ne se réduit pas à une propriété privée, que plusieurs formes d'attachement peuvent coexister, que la vérité, même dérangeante, vaut mieux que les mensonges élégants du conformisme bourgeois. Ces mots fascinent autant qu'ils irritent. Car derrière la théorie se trouve une réalité humaine beaucoup plus complexe. Deux femmes, liées au même homme pendant des décennies, chacune occupant une place différente dans sa vie. Et au fond de cette affaire, plane une question que personne ne parvient à trancher clairement. Michel Onfray était-il un homme sincèrement fidèle à sa philosophie de la liberté absolue, ou un intellectuel assez habile pour donner à ses désirs personnels l'apparence d'une révolution morale? Plus le débat enfle, plus l'image publique du philosophe se fissure. Derrière le provocateur brillant apparaît une figure beaucoup plus ambiguë, un homme capable de parler de liberté avec éclat, mais aussi de provoquer autour de lui des douleurs silencieuses que personne à l'époque ne mesure encore totalement. Puis la mort entre dans l'histoire, brutalement, définitivement, et tout ce que Michel Onfray croyait contrôler commence à s'effondrer. Depuis 13 ans, Marie-Claude lutte contre un cancer du sein. 13 années de traitement, d'espoir suspendu, de fatigue lente. Pendant que le philosophe continue d'occuper les plateaux de télévision, de publier des livres, de provoquer la France intellectuelle, la femme qui a porté sa vie dans l'ombre se rapproche peu à peu de la fin. Ceux qui les croisent à cette époque parlent d'un Onfray moins agressif, plus fragile, comme si quelque chose se fissurait derrière la mécanique habituelle de ses certitudes. En août 2013, Marie-Claude meurt. Le choc est immense, pas seulement dans sa vie privée. Chez Michel Onfray, cette disparition agit comme une destruction intérieure totale. Lui qui avait passé sa vie à attaquer les illusions religieuses, se retrouve soudain face à une douleur qu'aucune théorie ne peut calmer. Le philosophe du corps découvre l'impuissance absolue du corps. Le défenseur de la liberté voit la maladie réduire l'être humain à une souffrance qu'il ne contrôle plus. Il avouera plus tard avoir pensé au suicide. Cette confession glace une partie de l'opinion publique. Car Onfray n'a jamais construit son image autour de la vulnérabilité. Il apparaissait comme un homme solide, offensif, presque invincible intellectuellement. Pourtant, après la mort de Marie-Claude, il sombre dans un état proche de l'effondrement nerveux. Il quitte Argentan, la ville de son passé. Il tente de recommencer ailleurs, à Caen, mais quelque chose en lui semble définitivement cassé. Ses textes deviennent plus sombres, plus violents encore contre l'idée de transcendance. Pour lui, regarder un être aimé souffrir jusqu'à l'agonie représente la preuve ultime de l'absurdité du monde. Il parle de la douleur comme du mal absolu, parce qu'elle détruit la souveraineté du corps humain. À ses yeux, aucune idée de Dieu ne peut survivre à la vision d'un être innocent, consumé par la maladie. Et c'est ici qu'un autre scandale éclate. Michel Onfray affirme publiquement que Marie-Claude a bénéficié d'une assistance active pour mourir et qu'il y a participé. Dans une France où les débats sur l'euthanasie restent explosifs, ces déclarations provoquent immédiatement des réactions furieuses. Certains saluent le courage d'un homme refusant l'acharnement de la souffrance, d'autres parlent d'une frontière morale franchie avec une froideur terrifiante. Mais derrière le débat politique demeure une image beaucoup plus intime, celle d'un homme assistant lentement à la disparition de la femme qui avait construit toute sa stabilité émotionnelle. Pendant des années, beaucoup avaient réduit Marie-Claude au rôle discret de compagne du philosophe. Après sa mort, certains comprennent enfin qu'elle était probablement le centre invisible de son existence, celle qui absorbait ses colères, celle qui survivait à ses contradictions, celle qui connaissait l'enfant blessé, caché derrière le provocateur médiatique. Et soudain, une question devient impossible à ignorer. Michel Onfray, qui avait passé sa vie à défier les religions, les morales et les institutions,
pouvait-il réellement supporter la seule chose contre laquelle aucune intelligence ne gagne jamais? La perte irréversible de l'être aimé? Car après les livres, après les scandales, après les théories sur la liberté et le désir, il ne restait plus qu'un homme seul face à un vide immense. Même au cœur du deuil, Michel Onfray ne ralentit pas. Au contraire, plus il souffre, plus ses attaques deviennent radicales, comme si la douleur avait transformé sa pensée en arme de guerre. En France, rares sont les philosophes contemporains ayant provoqué autant de fractures intellectuelles. Avec lui, aucun monument n'est intouchable. Platon devient l'ennemi du corps, le responsable d'une tradition occidentale qui aurait appris aux hommes à mépriser la chair au profit des idées abstraites. Kant est accusé d'avoir fabriqué une morale froide, mécanique, presque inhumaine. Quant à Freud, Onfray lui réserve l'une de ses offensives les plus brutales. Dans Crépuscule d'une idole, il décrit le père de la psychanalyse comme un manipulateur narcissique ayant construit une pseudo-science sur ses propres fantasmes. Les réactions explosent immédiatement. Universitaires, psychanalystes, philosophes, historiens, tout un monde intellectuel accuse Onfray de simplifier, caricaturer, déformer les textes pour fabriquer des provocations médiatiques. Certains parlent même de violence intellectuelle spectaculaire. Mais plus les critiques tombent, plus le public le suit. C'est là toute la contradiction, Onfray. Il scandalise les élites précisément parce qu'il parle à ceux qui se sentent exclus du langage universitaire. Son ton direct, ses phrases coupantes, son refus du jargon donnent à beaucoup l'impression qu'il arrache enfin la philosophie au cercle fermé. Lorsqu'il fonde l'Université populaire de Caen, après le choc politique de 2002, il veut créer un lieu où la pensée ne dépend plus des institutions traditionnelles. Pendant 16 ans, ses cours attirent un public immense et sont diffusés sur France Culture. Pour ses admirateurs, il devient une forme de philosophe insurgé. Mais avec les années, une autre polémique grandit. L'homme, autrefois classé à gauche, dérive progressivement vers des positions jugées proches du souverainisme, puis de certaines rhétoriques de l'extrême droite française. Ses interventions sur CNews déclenchent régulièrement des tempêtes. Immigration, identité, déclin de la France, critique des élites. Ses prises de position divisent même ses anciens soutiens. Certains intellectuels l'accusent désormais d'alimenter un climat réactionnaire sous couvert de liberté d'expression. Alors le doute devient plus brutal encore. Michel Onfray est-il un esprit libre, refusant tous les dogmes? Ou un provocateur permanent, ayant besoin de détruire pour continuer d'exister médiatiquement? Défend-il une pensée indépendante ou construit-il peu à peu son personnage autour du scandale? Le plus troublant reste peut-être ailleurs, car derrière chaque controverse, derrière chaque attaque spectaculaire, apparaît toujours la même obsession: combattre tout ce qui prétend dicter à l'être humain comment vivre, aimer, penser ou mourir. Comme si toute la vie de Michel Onfray n'était finalement qu'une longue guerre contre l'idée même d'autorité. Après la mort de Marie-Claude, beaucoup imaginent que la vie sentimentale de Michel Onfray va sombrer avec lui. Les médias parlent d'un homme détruit, vidé, incapable de se relever d'une disparition qu'il décrivait lui-même comme un arrachement intérieur. Pendant plusieurs mois, son entourage observe un philosophe plus silencieux, plus fragile, presque méconnaissable. Pourtant, dans l'ombre, une présence reste là depuis le début. Dorothée Schwartz. Pendant 25 ans, elle avait occupé une place étrange dans la vie de Michel Onfray, ni totalement cachée, ni réellement visible. Assistante, collaboratrice, compagne discrète, elle traversait les années sans jamais chercher la lumière médiatique. Beaucoup la réduisaient à une simple rumeur entourant la vie privée du philosophe. Mais après le décès de Marie-Claude, son importance réelle apparaît soudain avec une évidence brutale. C'est elle qui accompagne Onfray dans la période la plus sombre de son existence. Elle assiste à ses crises de désespoir, à ses pensées suicidaires, à cette sensation de vide qui semble l'engloutir après 2013. Ceux qui connaissent le philosophe racontent qu'il aurait probablement sombré beaucoup plus profondément sans cette présence silencieuse à ses côtés. Dorothée ne devient pas seulement une compagne officielle,
Elle devient le témoin direct de l'effondrement d'un homme que toute la France croyait indestructible. Puis, à la fin de l'année 2018, Michel Onfray l'épouse. Le mariage provoque une nouvelle vague de commentaires. Pour certains, cette union confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Dorothée n'a jamais été une parenthèse dans sa vie, mais un second pilier affectif, construit parallèlement à son histoire avec Marie-Claude. D'autres y voient presque une forme de fidélité paradoxale. Malgré les rumeurs, malgré les accusations d'inconstance, malgré les scandales, Onfray est resté lié aux mêmes femmes pendant des décennies. Mais l'opinion publique française demeure profondément divisée. Certains continuent de voir dans cette trajectoire sentimentale une violence émotionnelle déguisée en liberté philosophique. Comment deux femmes ont-elles pu accepter une telle configuration pendant autant d'années? Était-ce réellement un équilibre librement choisi ou une relation dominée par l'aura intellectuelle d'un homme hors norme? D'autres, au contraire, considèrent que cette histoire échappe justement aux catégories morales classiques. Car il ne s'agissait ni d'aventures cachées, ni de liaisons passagères. Les trois protagonistes connaissaient la vérité. Et malgré les douleurs, malgré les ambiguïtés, aucun ne semble avoir voulu rompre ce lien étrange, construit hors des règles ordinaires. Le plus fascinant chez Michel Onfray réside peut-être dans cette cohérence dérangeante. Toute sa vie, il a refusé les structures imposées: religion, morale, fidélité traditionnelle, hiérarchie intellectuelle. Et jusque dans sa vie intime, il a tenté d'appliquer cette idée radicale de liberté totale. Mais une dernière question demeure suspendue au-dessus de toute son existence. Vivre sans hypocrisie suffit-il à empêcher de faire souffrir ceux qu'on aime? Michel Onfray aura passé sa vie à combattre les prisons invisibles, la religion, la morale, les conventions, les fidélités imposées. Mais à force de vouloir vivre librement, il est devenu lui-même l'un des hommes les plus controversés de France. Derrière le philosophe qui détruisait les idoles, se cachait un être traversé par le manque, le désir, la peur de perdre et une solitude immense. Était-il un homme d'une sincérité absolue ou un génie capable de transformer ses contradictions en philosophie? Et vous, pourriez-vous aimer dans une liberté aussi vertigineuse?